Le suicide, faut s'en parler. Ça sauve des vies. Ça m'a sauvé d'en parler. Je suis passée à travers. Un geste, une parole. Ça peut faire toute la différence. Ensemble, on peut aller mieux. On va s'en parler. Première semaine de février. Participe aux conférences du CHUM sur la prévention du suicide. Bonjour, mon nom est Shelby-Étienne Audiger. Je suis directeur des partenariats professionnels à la Banque nationale. Pour une 5e année consécutive, nous sommes heureux et très fiers de soutenir l'organisation de la Semaine de la prévention contre le suicide. Cette année, évidemment, dans les moments difficiles que nous vivons, j'aimerais souligner l'effort et les sacrifices de tous les travailleurs de la santé qui sont tellement appréciés. À mon nom personnel et celui de la Banque, je voudrais vous dire un gros merci du fond du cœur. Je vous souhaite de bien profiter des webinaires et des conférences qui sont organisées cette semaine et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Lapointe. Je suis adjoint à la directrice des ressources humaines et affaires juridiques du CHUM. Et au nom du comité organisateur, je vous souhaite la bienvenue à cette 7e édition des activités du CHUM dans le cadre de la Semaine nationale de prévention du suicide, qui a pour thème « Ensemble pour aller mieux, ensemble contre le suicide ». Quelques consignes avant de commencer. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence dans l'espace Q&R et commenter dans le chat. Le Dr Goyer va répondre à certaines questions en cours de conférence et à la fin pour d'autres questions. Pendant la conférence, vous verrez apparaître un lien dans le chat pour confirmer votre présence. C'est important, premièrement, pour que la formation apparaisse au profil des employés du CHUM. Et cette conférence n'est pas accréditable cependant. Deuxièmement, c'est important car nous ferons tirer des prix de présence qu'on fait tirer à chaque conférence. Donc, il s'agit d'une liseuse avec carte cadeau de chez Renaud Bré de 25 $, un livre de Gilles Tremblay, un de nos conférenciers de l'année dernière, et une formation en ligne. Ceci est valable uniquement pour les participants résidents au Québec, puisqu'il y a des participants un peu partout, même dans le monde. Quelques mots donc sur notre conférencière. La Dr Goyer est chef du service de psychologie et chef du service des soins spirituels au CHUM. Elle donne aussi des conférences et ateliers dans les entreprises sur des thèmes entourant la gestion de soi et la santé globale et garde également quelques clients comme psychologue de la santé en bureau privé. Elle détient un post-doctorat de l'École de médecine de l'Université Harvard. Elle siège au conseil d'administration du CHUM. Et en décembre 2011, la Dr Goyer est devenue la première Québécoise à terminer le marathon de l'Everest qu'elle a couru au profit de la Fondation En Cœur et de ses 3 petits pas, une initiative de sensibilisation à la santé globale qu'elle a développée, ce qui lui a mérité la distinction de personnalité de la semaine La Presse et Radio-Canada. La conférence d'aujourd'hui vise d'abord à faire état de la pandémie sur notre santé mentale et à reconnaître les signaux d'alarme. Ensuite, la Dr Goyer nous proposera différents outils pour trouver la forme de quiétude et favoriser une meilleure gestion de soi dans ce contexte qui perdure dans le temps. En résumé, la Dr Goyer, tout en décrivant la complexité de ce que nous vivons, va nous conscientiser à nos propres ressources intérieures pour rebondir. À tous, une belle rencontre. C'est à toi, Lisa. Bonjour. C'est la première fois que je parle à un écran. Donc, on va passer au travers ensemble. Je suis tellement reconnaissante d'être avec vous. Je suis reconnaissante au comité organisateur qui a pensé à moi quand nos collègues pensent à nous. Ça fait particulièrement plaisir. Ce matin, avant que le soleil se lève, je suis allée courir une demi-heure et c'est à vous que j'ai pensé. Vous étant, je pense qu'on est à guichet fermé, donc on est à peu près 500 à se retrouver. Et quand on s'est tous levés ce matin, on était affairés à nos occupations différentes. Il y a des gens qui sont avec nous qui sont des travailleurs du CHUM, mes collègues que je salue. Il y a des gens beaucoup en fait, qui viennent de la Sûreté du Québec. On sait que c'est difficile en ce moment dans votre secteur. Il y a des personnes âgées, il y a des endeuillés,
il y a des personnes en télétravail avec des enfants à la maison. Il y a des gens qui vivent des symptômes dépressifs, de l'anxiété, ceux qui avaient tendance à être un peu obsessionnels sur la propreté avec des comportements un peu compulsifs. C'est clair que ça se manifeste. On a des personnes qui ont des problèmes reliés à l'insomnie. Bref, on est un amalgame d'êtres humains qui, au fil des heures, alors qu'on s'enlignait vers 12h15, se sont finalement retrouvés. La distance s'est resserrée pour que l'on se retrouve à ce moment précis, ensemble, pour être mieux. Donc, c'est vraiment le thème que le CHUM a trouvé, ensemble. C'est ensemble pour être mieux, oui. Alors, c'est le thème de la semaine de santé mentale et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour normaliser la détresse que l'on peut ressentir et puis, j'espère, pour pouvoir vous donner des outils. Je vais vous demander de sortir une feuille, un crayon ou de prendre votre téléphone intelligent puis de mettre un titre qui est quelque chose comme « Mes outils bien-être ». Pourquoi? Bien parce que c'est un peu comme quand on va chez le médecin et qu'on n'a pas sa liste. On ressort de chez le médecin et on se dit « Ah, j'ai oublié de lui dire que ça fait 6 mois que j'ai mal au ventre ». Quand on est pris par l'émotion, souvent, on ne se rappelle plus exactement quelles sont les méthodes de coping à mettre de l'avant pour se sentir mieux. Alors donc, au fil de cette heure que nous allons passer ensemble, je vais demander à Claudine, notre conseillère en communication, je vais lui dire, ça c'est l'outil 1. Claudine, écris-le dans le chat. Si je l'avais devant moi, je pourrais l'écrire, mais comme c'est un premier webinaire, c'est elle qui va l'écrire. Et donc, à la fin de la rencontre, mon souhait, c'est que vous ayez les outils que je considère pertinents à mettre en application pour que l'on se sente mieux. Aujourd'hui, je vous parle comme psychologue, je ne vous parle pas comme gestionnaire du CHUM, je vous parle comme psychologue, comme clinicienne, comme chercheur qui a travaillé dans mon passé à faire des projets de prévention cardiovasculaire, mais des projets qui visaient la santé globale. Alors, je vous parle aussi comme, je dirais, au travers de mes clients en bureau privé, qui, de par ce qu'ils ont partagé avec moi depuis à peu près 25 ans, m'aident à développer une meilleure conscientisation de ce qu'est la santé mentale et qu'est-ce qu'on peut mettre, en fait, à contribution pour se sentir mieux. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, j'ai mes petits cartons. Vous allez voir que la présentation aujourd'hui se veut une conversation sans PowerPoint, sans artifice. Ça se veut une conversation, je dirais, qui vient du cœur et qui va chercher nos comportements, nos attitudes pour se sentir mieux. Alors, voilà. On est ici, donc, dans le cadre de la prévention du suicide, puis moi, je vais normaliser la détresse, c'est-à-dire que je vais vous dire que la détresse, elle est tout à fait normale jusqu'à un certain degré. Alors, et vous donner des outils, donc vous pourriez dire, mais quelle est la cohérence quand on vient à parler de suicide dans le cadre de cette semaine de sensibilisation? En fait, mon rôle, je dirais, est de faire de la prévention avec vous. Et je suis convaincue que lorsqu'on met en application les outils que je vous présente, je suis convaincue de par mes convictions, mais de par la recherche qui est là aussi, on peut certainement améliorer notre situation, prendre soin de notre santé mentale, ce qui ne veut pas dire qu'on va éviter un problème de santé mentale. Il arrive même dans notre vie qu'on peut avoir des épisodes, des épisodes de dépression, des épisodes d'anxiété, mais généralement, on est capable de rebondir, puis je dirais même que l'on grandit davantage, on se renforce. Mais bien sûr, il y a des fois, ça peut être biologique, mais ça peut aussi être environnemental, circonstanciel. Notre santé mentale va être profondément affectée et bien sûr que ça peut avoir des impacts plus grands. On va y revenir dans quelques instants. On a eu la conférence d'Étienne Boulay mardi
sans rentrer dans les détails de sa vie, parce que c'est à lui d'en parler et non à moi, c'était super intéressant. Et quand il nous donnait ses outils, parce qu'il est quand même allé très bas, ça venait vraiment rejoindre certains des outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce n'est pas des pilules miracles, mais si on les utilise avec constance et qu'on prend le temps de regarder comment on se sent à l'intérieur de soi et qu'on va les chercher, bien, très certainement qu'on peut vivre un mieux-être. Je n'ai pas du tout la prétention d'avoir le modèle, mais je pense que mon expérience que je vous ai mentionné, mais mon expérience aussi de femme qui a du vécu, fait que je suis vraiment convaincue qu'en mettant ces trucs-là en place, on peut avancer ensemble. Pour la prochaine heure, ce que je vais vous demander, et c'est le premier outil, Claudine, c'est d'être avec moi dans l'instant présent. L'instant présent, c'est un outil fort pertinent. Peu importe ce que vous vivez à l'heure actuelle ou ce que vous avez vécu. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut rien faire pour le passé. Le futur est à venir, mais ce qu'on a ensemble, c'est une heure. Et dans cet instant précis, maintenant, je suis avec vous, il n'y a rien d'autre à faire et il n'y a absolument rien de menaçant. Et peu importe les situations qui se présentent, si on est capable de faire cette pratique d'être dans l'instant, être dans l'instant quand on est dans notre auto, être dans un instant de réunion, être dans l'instant de quand on va manger avec notre famille ce soir. Quand on est dans cet instant-ci, on est capable d'aller dans une forme de quiétude à l'intérieur de soi qui permet de tolérer, je dirais, les choses qui sont autour et de mieux se préparer à ce qui est à venir. Donc, mettez votre téléphone sur mute, essayez de résister à la tentation de prendre les courriels, vous vous êtes inscrit, on va vivre ce moment-là, vous et moi ensemble. Si vous voyez que votre cerveau s'en va ailleurs, revenez au moment présent, juste constater, OK, je suis parti, je reviens, puis on continue. Alors, le dénominateur commun, peu importe ce qui se passe dans vos vies, le dénominateur commun en ce moment, c'est que nous sommes en pandémie. Oui, on le sait rationnellement, mais moi, j'aimerais que vous puissiez le vivre rationnellement et le ressentir. Parce que c'est comme si on se demande d'être comme on était avant, même si on est en pandémie. Mais la réalité, c'est que on est fatigué. La réalité, c'est que nos ressources intérieures sont mises à contribution, nos repères ont changé. Peu importe qui vous êtes, nos repères ont changé de multiples façons et on est en ajustement continu. Certainement, ceux qui sont au CHUM en ce moment avec moi, on est en ajustement continu. Ça crée une fatigue. Puis en plus, c'est que très souvent, ce que j'entends, c'est « mais on ne voit pas le bout du tunnel ». Mais si on prend un recul, c'est vrai par rapport à la pandémie, est-ce qu'il y a des variants, est-ce qu'il n'y a pas de variants, est-ce qu'on va avoir les vaccins, pas les vaccins? Alors on se dit, est-ce que ça va finir? Mais en fait, le bout du tunnel, on ne le voit jamais, là. Je veux dire, peut-être quand on meurt dans le passage, mais il n'y en a pas de bout de tunnel. Il y a ce qu'on est capable de vivre maintenant, puis essayer donc d'être davantage en cohérence avec la réalité qui nous est donnée. Donc, on est en pandémie, ce qui veut dire qu'on vit un stress traumatique en continu depuis à peu près 1 an. Je ne dis pas qu'on a un trouble de stress post-traumatique, c'est vraiment important, mais on vit une forme de détresse. On est face à un danger qui est la COVID-19. Et donc, c'est comme s'il y a un signal d'alarme dans notre cerveau qui dit danger, on libère toutes sortes d'hormones de stress et on est en hypervigilance, qu'on le veuille ou non. Ceci étant dit, qui dit détresse ne dit pas maladie mentale et ne dit pas j'ai un sérieux problème grave qui mérite une intervention d'un intervenant de la santé. C'est normal de vivre de la détresse. Quand on vit un deuil, évidemment qu'on vit de la détresse. En ce moment, donc, je vous dis qu'on vit de la détresse au quotidien, mais cette détresse-là,
elle est en partie très saine. Tout à l'heure, j'étais dans une entrevue à la radio, puis il y avait un autre intervenant, puis on était tous les deux d'accord du fait que la majeure partie d'entre nous vivons ce stress pandémique-là avec une grande forme de résilience. Puis les études sont d'ailleurs là pour le démontrer. On est capable de passer au travers. Mais ce qui arrive, c'est qu'il faut quand même être capable de reconnaître que c'est une période difficile et donc, parce que c'est une période difficile qui est en continu, qui dure dans le temps, ça nous demande de nous ajuster, d'avoir de l'autocompassion, outil numéro 2, et de la tendresse, outil numéro 3, envers soi et envers les autres. On ne peut pas s'attendre à fonctionner au même train, au même rythme en ce moment qu'avant. On est résilient, la majeure partie d'entre nous, les chiffres sont à peu près à 85% d'entre nous dans l'étude du docteur Bergeron qu'il a publiée sur le CHUM et le CIS hier. Il était très clair que le stress qu'on vit est transitoire puis qu'on est quand même, somme toute, résilient, mais il y a un résiduel, je vais y revenir dans quelques instants. Donc, c'est vrai qu'il faut s'ajuster, avoir de l'autocompassion, et avoir de la tendresse envers soi, mais très certainement avoir de la compassion, de la tendresse et de la délicatesse envers les autres. Il faut ressortir notre humanité envers soi et envers les autres. Ça me fait penser à ma meilleure amie qui me disait la semaine dernière, elle dit « Écoute, je ne sais pas si c'est normal, mais vraiment, j'étouffe, je trouve ça difficile. » Bien, en fait, oui, c'est un peu normal. Là où ça devient, je dirais, anormal, là où on doit vraiment aller vers les autres pour avoir peut-être l'opinion de nos proches, mais après ça, d'aller chercher les services, c'est lorsque on est fixé fixé dans une émotion. Par exemple, on va utiliser la dépression, mais ça pourrait être aussi l'anxiété, ça va être autre chose, mais qu'on est pas mal tout le temps déprimé, la majeure partie de la journée, la majeure partie du temps, depuis un bon moment, et puis que ça commence à affecter notre fonctionnement au quotidien. Fonctionnement en termes de difficulté de travailler, j'ai comme envie de m'isoler, pas vraiment envie d'être avec les autres. Ce que je faisais avant, j'ai plus vraiment de plaisir, difficulté de dormir, manque de concentration. Et là, bien sûr, quand embarquent les idées noires et tout ça, c'est clair que c'est problématique, mais ce l'est déjà avant. Si vous sentez que votre fonctionnement commence à être affecté, peu importe l'état d'esprit, et que c'est là la majeure partie du temps, c'est important d'aller consulter. Ma conférence, et puis peut-être que ce que je dirais, c'est pour les gens qui écoutent, si vous avez des proches de qui vous vous inquiétez, vous voyez que leur comportement a commencé à changer, puis vous avez un petit malaise du fait que cette personne-là pourrait peut-être avoir des idées noires, posez la question. Allez la voir, parlez-lui, soyez à l'écoute sans jugement et très certainement, demandez-lui, peu importe si vous n'êtes pas adroit, demandez-lui, est-ce que tu penses à la mort? Est-ce que tu as des idées de mettre fin à ta vie? Les mots sont importants. Souvent, on dit « Ah, j'aurais dû poser la question, mais je ne savais pas comment. » Peu importe la façon, vous avez toujours l'opportunité de récupérer. Ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est normal de vivre une forme de détresse en ce moment. Tant qu'elle n'est pas incapacitante de notre quotidien, c'est correct d'être en détresse. Puis je vous dirais, même quand il n'y a pas de pandémie, c'est correct dans une journée, des fois, d'être un peu à l'envers. Des fois, on peut être un peu triste, on peut être un peu démotivé, on peut être un peu anxieux. Parce que la vie, c'est pas linéaire. Il y a toutes sortes d'événements qui vont survenir, qui vont nous mettre au défi, qui vont nous rendre insécures, qui vont faire qu'on a peur, qui vont nous faire dire « Oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais être capable. Comment est-ce que les gens vont réagir? » On est humain, on est tous différents, mais on est tellement humains et semblables par rapport à ces enjeux-là. Alors donc, je vous invite
au quotidien à faire un premier survol de comment est-ce que je me sens à l'intérieur de moi. Je vais y revenir dans quelques instants parce que c'est de cet espace-là, dans la conscientisation de comment on se sent, qu'on va être capable de se mobiliser pour trouver toutes sortes d'outils. Parce que si on ne regarde pas comment on se sent, parce qu'on n'aime pas ça, ressentir la souffrance, l'inconfort, la peur, etc., parce qu'on veut être fait fort, bien, c'est un peu comme si on se dit, je me lève le matin, je ne regarde pas dehors, je ne regarde pas la météo, je me mets en short, j'arrive dehors, il fait moins 30. C'est la même chose pour nos capacités d'adaptation, notre capacité de rebondir dans les événements. Comment est-ce que je me sens? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que je me sens d'attaque? Est-ce que je me sens triste? Pourquoi je me sens triste? Puis là, on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu plus loin. Donc, oui, c'est normal de ressentir de la détresse. Oui, et la détresse, elle est toujours là pour une raison. Là, on parle de la pandémie, mais il n'y a pas juste la pandémie dans nos vies. La détresse, elle est là tout le temps pour une raison. Et puis, on pourrait apporter des nuances pour les graves problèmes de santé mentale. OK, mais on va parler du 85% qui vivent de la détresse, généralement à différents degrés. La détresse que l'on peut ressentir, elle est toujours là pour une raison. Puis donc, il faut s'arrêter, puis se dire, qu'est-ce que cette douleur-là essaie de me dire? Puis quand je dis douleur, ça peut être qu'est-ce que cette colère-là essaie de me dire? Qu'est-ce que cette frustration? Qu'est-ce que cette peur-là? Qu'est-ce que ce sentiment de déprime-là? Qu'est-ce que cette anxiété-là essaie de me dire? Et c'est de cet espace-là que vont naître donc les opportunités de trouver des moyens. Ce n'est pas parce que c'est normal de ressentir une forme de détresse que cela nous autorise à avoir ou à être le moins bon côté de nous-mêmes. Je dirais même que c'est l'inverse. Plus la détresse est importante, plus les inquiétudes sont importantes, même plus la colère ou l'irritabilité. On voit qu'il y a beaucoup plus d'irritabilité depuis un certain temps. Et c'est un symptôme, je dirais, de notre détresse, plus c'est important de s'auto-réguler. Et donc, ça peut être un outil de s'auto-réguler, c'est-à-dire une image pourrait être de dire à quel degré est mon thermomètre. Et plus le niveau plus c'est chaud, en fait, plus c'est important de baisser le bouton d'allumage. J'avais fait une vidéo pour le CHUM il y a de ça quelques mois qui s'appelait « Donner le meilleur de nous-mêmes » qui est sur YouTube, dans lequel je disais que c'est un peu comme si en ce moment on est sur le feu dans une marmite et l'eau est bout, tu sais, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui nous mettent au défi en ce moment. Et puis notre rôle, c'est de jouer avec le bouton d'allumage pour être sûr que l'eau ne déborde pas. Mais pour être capable de jouer avec les boutons d'allumage, il faut retourner à l'intérieur de soi sur une base régulière et puis quand ça devient chaud, de faire attention aux gens autour de soi parce qu'ils ne méritent pas notre débordement. En fait, ils méritent qu'on leur démontre que l'on est capable de s'auto-réguler, des fois peut-être de prendre une petite distance, de faire un temps d'arrêt, pour être capable de rebondir. Donc, depuis tantôt, je vous dis que, comment se manifeste notre détresse? Je pense que c'est important d'aller là. Elle se manifeste différemment pour tous les individus. Moi, je dirais j'ai une petite fibre anxieuse, pas anxieuse qui emmène au point de ne pas être capable de fonctionner. Il y a un aspect de ça qui me motive, qui me drive en bon français. Mais je sais que c'est mon signal d'alarme. Quand je dis qu'on a tous qu'il faut porter attention à nos signes, bien moi, je vois ça positivement, en ce sens où j'aime pas ce que ça me fait ressentir, mais je dirais c'est mon signal d'alarme qui dit « il y a quelque chose qui se passe, tu dois y porter attention ». Alors, dans votre cas, c'est quoi votre fragilité? Et puis, au lieu de le voir, et je le dis tellement souvent en bureau privé, au lieu de le voir comme « je suis mal fait »,
c'est de voir à quel point on est bien fait parce qu'on a des signaux qui nous disent « je ne veux pas que l'eau déborde ». Et donc, c'est quoi pour vous? Est-ce que c'est je bois davantage, on sait l'impact de l'alcool sur notamment le sommeil et sur notre bien-être, mais et à toutes sortes de niveaux, mais est-ce que je bois trop? Est-ce que je me suis laissée aller dans des comportements d'excès alimentaire? On en voit beaucoup chez les jeunes, ou encore de la malbouffe. Est-ce que je suis particulièrement négatif, particulièrement pessimiste? Est-ce que je suis irritable? Est-ce que quand je suis avec mes proches, j'ai tendance à être beaucoup plus dans le mode « je déverse mon trop-plein » que je vais jouer mon rôle je ne veux pas dire positif, mais en tout cas, mon rôle d'essayer de faire qu'ensemble, on va aller mieux, comme je disais tout à l'heure. Alors, les signes de détresse, c'est tout ça. Est-ce que je dors mal? Est-ce que je mange mal? Est-ce que je pense négativement? On va penser à nos attitudes tout à l'heure. C'est toutes sortes de signes qui nous permettent de voir à quel niveau notre marmite bouille. Alors, peut-être que pendant que je vous parle, c'est mon niveau d'eau est à combien en ce moment? Puis quels sont les signes? Regardez ces signes-là et être reconnaissant que ces signes-là sont là. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on les aborde pour se sentir mieux? Donc, d'abord les ressentir, je vous l'ai dit tantôt. Une fois qu'on ressent cette petite anxiété-là ou cette fragilité-là que l'on a. Je pense à une cliente qui a tendance, quand elle est stressée, à vraiment se créer un cadre le plus rigide. Elle est plus, je dirais, obsessionnelle, compulsive. Pas maladivement, mais un petit peu plus. Puis là, c'est comme un signe pour elle. Maintenant, elle se dit « Ah, OK, ça, c'est un signe que je suis stressée. » À partir, donc, du moment où on le conscientise, c'est de voir l'arrêt stop, là, le sigle, là, de voir l'arrêt, moi je le vois dans ma tête, arrêt, puis à ce moment-là, c'est de se demander, est-ce que j'ai un contrôle sur la situation ou je n'ai pas de contrôle? Si je n'ai pas de contrôle sur la situation, avant, quand j'étais plus jeune, je disais, et je le dis encore, mais je disais, il faut lâcher prise. Puis j'étais un peu mal à l'aise avec ça. C'est vrai qu'à un moment donné, quand on n'a pas de contrôle, à un moment donné, il faut dire j'ai pas de contrôle, j'ai pas de contrôle. Il faut lâcher prise. Maintenant, je vais une étape plus loin. Puis c'est drôle, je vais y revenir. Je vais une étape plus loin, puis je dis qu'il faut, dans une situation où on n'a pas de contrôle, trouver un sens à l'expérience que l'on vit. Je sais que c'est immensément difficile. Peut-être que vous m'écoutez puis vous avez perdu un proche. Dans la dernière année, j'ai une cliente en bureau privé qui a perdu son conjoint. Perte de sens. C'était immensément difficile. On a travaillé le sens avec plein d'autres choses, évidemment, mais ultimement, ce qui est sorti pour elle à travers le deuil qu'elle devait absolument faire, qui est essentiel de vivre, même si c'est difficile, ce qui est sorti de ça, c'est quel est le sens maintenant que je vais donner à ma vie, maintenant que les choses ont changé. Et pour elle, ça s'est manifesté dans le désir d'être là pour ses enfants, d'être un modèle de résilience pour ses enfants et de retourner travailler dans l'espoir que le plaisir et la motivation reviennent. Vous voyez que je dis dans l'espoir parce que bien souvent on attend que la motivation vienne. Je crois que la motivation vient dans l'action. L'appétit vient en mangeant. Donc, trouver un sens en ce moment, alors que tous nos repères ont changé, c'est fondamental. C'est rare qu'on parle comme ça, mais je dirais que c'est plus facile dans le réseau de la santé, les gens de la Sûreté du Québec, aussi c'est plus facile de trouver un sens de par le travail qu'on fait. Et d'une certaine façon, c'est une petite mesure d'autoprotection. Je pense que c'est plus difficile pour nos ados, c'est plus difficile aussi pour nos aînés qui se retrouvent
à la fin de leur jour, dans un isolement, une fragilité, de trouver un sens est beaucoup plus difficile. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut trouver un sens parce que c'est la seule façon de pouvoir avancer sainement et je dirais avec une forme de sérénité. Donc, quand j'étais à Harvard, on faisait des ateliers de groupe en cancer. Et puis, la psychologue qui animait ces groupes-là, moi j'étais encore en formation, elle nous a parlé, donc les gens étaient très malades au sein de ce groupe-là. Et puis, elle nous a présenté un outil qui, pour moi, est resté gravé dans mon cœur et c'est ce que je vous donne aujourd'hui, c'est le livre de Viktor Frankl, V-I-K-T-O-R, Frankl, F-R-A-N-K-L, qui sera mis dans le chat par Claudine. Le livre en anglais s'appelle Man's Search for Meaning. En français, c'est Découvrir un sens à sa vie. Et c'est un livre qui nous transforme. Je vous invite définitivement à le lire. Plus vous avez vécu quelque chose de difficile, plus je vous invite à le lire. C'est un professeur de neurosciences, en neurologie et en psychiatrie qui a fait 4 camps de concentration, dont le camp de concentration d'Auschwitz. Il a perdu, donc, au camp de concentration, son frère, ses 2 parents, sa femme enceinte. Il a été torturé, battu, sous-alimenté. Il y a eu de la vermine, des engelures. Il travaillait des heures complètement exagérées. Et il a écrit ce livre-là, qui est un pur bijou. Et la question que les gens lui posaient, c'était « Mais comment tu peux passer à travers quelque chose comme ça et continuer à vivre finalement? » Et donc, ce qui ressort de ça, c'est que on ne peut pas éviter la souffrance, mais on peut choisir comment la surmonter et y trouver un sens pour avancer. Je répète, on ne peut pas éviter la souffrance. Elle est là aujourd'hui, elle va être là demain. Je ne sais pas ce qui me réserve dans l'avenir, mais je le sais qu'il va y avoir de la souffrance. Mais je peux choisir d'y trouver un sens, je peux choisir comment la surmonter, puis je le sais que ça va être difficile, y trouver un sens pour avancer. Donc, c'est un outil. Quand on ne peut pas changer une situation pandémique, on est confronté au fait de se changer soi-même, puis regarder ce sur quoi on a du contrôle. Dans son livre, c'est la seule autre citation que je vais vous donner de son livre, et c'est les passages qui m'ont le plus touchée, c'est en anglais, puis je vais le dire en français, « Everything can be taken from a man but one thing, the last of human freedoms, that is to choose one's attitude in any given set of circumstances. » C'est-à-dire, tu peux tout enlever à un homme, mais la dernière de ses libertés, c'est de pouvoir choisir, la notion de choix est un outil, de choisir notre attitude dans n'importe quelle situation qui nous est donnée de vivre. Je dirais que c'est un moteur pour être capable de trouver une forme de quiétude à l'intérieur de soi. On a toujours, j'ai dit que la notion de choix est un outil, on a toujours le choix dans la façon dont on va réagir aux situations. C'était très vrai pour Viktor Frankl, il avait le choix dans la façon dont il allait réagir aux situations. Et puis, entre une situation et notre réponse à cette situation-là, je dirais qu'il y a l'instant d'un soupir.
et on a un choix dans la façon dont on va réagir. Ceci étant dit, je l'enseigne là, mais je peux vous dire que moi aussi, même si je sais qu'il y a l'instant d'un soupir, j'ai pas toujours le bon choix. Je réagis pas toujours de la bonne façon. Des fois, je me casse la gueule. Des fois, la vie me donne une jambette. Mais ce que je sais et ce qui est de plus en plus là, parce que c'est quelque chose que j'enseigne et que je travaille, c'est que des fois, si j'ai une réaction X, c'est pas long que je me dis, il y a la notion de choix, donc la conscience qu'on a un impact sur comment on va choisir de vivre les choses. Quand on reconnaît la puissance de ça, à un moment donné, we take a step back, on prend un recul, puis on se dit, OK, est-ce que je veux continuer dans cette voie-là? Je vous donne un exemple qui est léger. À un moment donné, j'étais dans la voiture avec mes 3 enfants, puis je me suis choquée contre la voiture en avant. Et puis, un de mes fils m'a regardé puis il m'a dit, « Maman, il dit, tu sais qu'il ne faut pas que tu réagisses comme ça parce que tu ne sais jamais ce que la personne en avant a pu vivre comme expérience. » Alors, mes enfants, je leur enseigne la notion de choix, mais je leur enseigne aussi, et c'est un autre outil, cette capacité de te mettre dans la peau de l'autre. Alors donc, ben oui, effectivement, quand on se choque contre une autre voiture, quand on klaxonne, quand on réagit de façon irritable, quand on porte un jugement sur quelqu'un qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on serait capable plutôt de se demander, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette personne-là, pour réagir de cette façon-là, elle a peut-être quelque chose qu'elle vit effectivement avec mes enfants. Je dis, on ne sait jamais, cette personne-là, peut-être qu'elle sort de l'hôpital. Passez, madame, c'est beau, je suis capable d'attendre 1 minute. Donc, la notion de choix, elle est fondamentale. Fondamentale quand on est dans le trafic. Fondamentale quand j'allais dire 400e, c'est un peu exagéré, mettons que c'est le 25e courriel du jour qui demande une réponse. Quand on est tous à la maison, puis qu'il y a un des enfants qui trouve ça difficile, sa première année au cégep, puis qu'on ne sait pas comment réagir. Difficile d'être en télétravail, difficile de vivre avec tout ce qu'on a discuté précédemment. Mais on a définitivement un choix et on doit être conscient par rapport à ce choix-là. Je veux juste regarder ma montre pour voir combien de temps il me reste. Donc, tantôt, je vous disais, on sent qu'on se sent pas bien à un instant donné. On met le stop, l'arrêt. Est-ce que j'ai du contrôle? Non, j'ai pas de contrôle. J'essaie d'y trouver un sens pour être capable de trouver des moyens pour réagir. Et puis, ensuite, c'est de dire, je vais regarder ce sur quoi j'ai du contrôle. Il y a plein de choses pour lesquelles, en ce moment, on a du contrôle. Puis, on a du contrôle sur les comportements et sur les attitudes que l'on adopte. C'est vraiment les fondements de base de la thérapie behaviorale cognitive que je vous présente. Qu'est-ce qu'on entretient dans notre tête? Moi, je dis que notre cerveau, là, nos pensées, c'est comme nos muscles. Si on ne les entraîne pas, c'est-à-dire si on ne fait pas de musculation, bien, c'est clair que les muscles vont s'atrophier, surtout en vieillissant. Alors, c'est la même chose pour les pensées que l'on entretient. Et régulièrement, on devrait faire une vigie de se dire, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est bon pour moi? Si j'étais mon meilleur ami, qu'est-ce que je me dirais? Est-ce que c'est la meilleure façon de penser? Si je me dis, je ne serai pas capable d'arriver, je ne serai pas bonne, bien évidemment que ça va nous tirer vers le bas. Est-ce qu'il y a une autre façon qui serait plus réaliste? Je ne parle pas d'une pensée positive, mais qui serait plus réaliste. Si vous venez de perdre un proche, est-ce que c'est vrai que votre vie est finie au-delà de l'immense douleur? Ou ce serait plus pertinent de dire, je vais y aller un jour à la fois, puis je vais trouver ma façon.
Donc, portez attention aux attitudes. Il y aurait tellement d'autres choses à dire, mais il me reste vraiment peu de temps, puis je vais ouvrir aux discussions. Maintenant, nos comportements. Tout à l'heure, en introduction, Claude présentait le fait que j'ai développé une initiative de santé qui s'appelle les 3 petits pas. Quand j'ai fait le marathon de l'Everest, je l'ai fait évidemment pour le plaisir, mais ce que je souhaitais surtout, c'était de sensibiliser les gens au fait que l'Organisation mondiale de la santé nous a dit, si vous ne changez pas vos habitudes de vie, nos enfants vont vivre moins longtemps et en moins bonne santé. Alors, je me suis dit, comme j'étais clinicienne chercheur, puis que j'ai vu les études qui parlent de l'importance de la santé psychologique, de l'alimentation, de l'activité physique, du sommeil, je me suis dit, je veux mettre une initiative de santé sur pied pour sensibiliser les gens à l'importance de ces 3 petits est le mot, pas par jour. Et donc, c'est un outil que je vous donne, les 3 petits pas, et c'est à chaque jour. Le matin, vous vous levez à n'importe quel moment du jour, mais c'est bon le matin de vous demander, en fonction des imprévus du jour, en fonction de ce qui se présente, quel petit pas je vais faire en alimentation. Est-ce que c'est de boire de l'eau, de mettre juste un petit peu plus de légumes, mettre un petit peu plus de fruits? Est-ce que c'est de dire, je vais me le payer mon Big Mac, mais c'est sûr que pour souper, je vais avoir des nutriments, l'objectif de se nourrir et non de juste manger. Donc, un petit pas, ce serait quoi dans votre journée? Un petit pas en alimentation, un petit pas en activité physique. Les études sont là pour réduire l'anxiété, améliorer notre humeur. Les études sont claires. Allez bouger. Puis bouger, ça peut être de vous dire, bien regarde, là, moi je finis de travailler, il est 8 heures, on est en confinement, bien, je ne sais pas, montez les marches, montez, descendez, mettez la musique, dansez dans votre salon. Pensez différemment. Essayez d'inclure des moments d'activité physique pour être sain dans votre tête. Inclure aussi une activité en bien-être psychologique. Pour le moment, tout ce que je vais dire, c'est par jour, un moment de plaisir. Un moment de plaisir qui est bon pour la santé, qui vous fait du bien, qui vous apaise. Est-ce que c'est de faire un Zoom avec votre meilleur ami? Je sais, on a eu Zoom, mais à un moment donné, il faut rester connecté. Est-ce que c'est de prendre un livre? Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais c'est essentiel. Puis évidemment, essayez d'avoir un horaire de sommeil qui est relativement régulier. Mais je vais vous dire que si vous vous réveillez pendant la nuit, bien, vous dormirez le lendemain, levez-vous, allez prendre un verre d'eau, lisez quelque chose d'inspirant. Donc, 3 petits pas par jour, pas des grands makeovers, 3 petits pas par jour, ça commence par là. Notre vie sociale, c'est sûr qu'on se sent isolé et puis ça a un effet sur notre humeur. Gardez-vous quand même connectés de différentes façons. Allez prendre des marches quand vous êtes capable, faites des téléphones, appelez vos proches, utilisez le Zoom, même si c'est difficile, mais il faut garder le contact avec nos proches. Je l'ai dit, une activité de plaisir par jour. Je veux dire, si on ne met pas une activité de plaisir par jour, on va tous mourir un jour, là. Comment ça se fait qu'on ne met pas une activité qui nous ressource psychologiquement dans une journée? Je pense que c'est fondamental, surtout quand notre vie est chamboulée comme en ce moment. Faites attention, dans l'émission qu'on faisait tout à l'heure, on disait qu'il y a vraiment du sensationnalisme autour de la santé mentale aujourd'hui. Il y a toutes sortes de statistiques qui sortent. On n'est pas si mal que ça, nous comme société, nous les 500 personnes qui sommes là. On rebondit. Alors, regardez les nouvelles, mais décrochez les nouvelles, puis faites des choses qui vous font du bien. Il n'y a pas de recette unique. Je pense que c'est à vous de trouver vos recettes, mais quand vous vous sentez pas bien, avant d'arriver au point d'ébullition, sortez votre petite liste d'outils
qui va vous permettre, je pense, de trouver des façons pour rebondir. Puis je vais terminer en disant que c'est correct de ressentir une forme de détresse, d'isolement, d'écœurement, d'irritabilité, de fatigue, de tristesse, mais il faut que ça soit parsemé de moments de plaisir, d'espoir, de toutes sortes de choses. Et à partir du moment où vous voyez que vous êtes de moins en moins bien capable de vous concentrer dans vos activités qui vous faisaient plaisir avant, puis qui font en sorte que vous avez une vie relativement équilibrée, il faut aller chercher de l'aide. Alors donc, je vais m'ouvrir à vos questions, puis je vais essayer d'y répondre au meilleur de mes capacités. J'espère de tout cœur que ça répond à un besoin. Merci beaucoup, Lisanne. Donc, j'ai quelques questions que je vais pouvoir te donner. Une première question, voici un cas fictif, mais peut-être pas aussi fictif que ça. Comment trouver du sens si, par exemple, on cumule un ensemble de facteurs négatifs tels qu'une perte d'emploi, on vit dans un logement trop petit où le risque de transmission est élevé, on doit prendre le transport en commun, pardon, tout semble être contre nous. Comment on est capable de trouver du sens malgré tout ça? C'est une excellente question. Je pense que le sens, il ne va pas se trouver instantanément. Quand tous nos repères sont chamboulés, puis on pourrait ajouter, hein, on pourrait ajouter un deuil, on pourrait ajouter n'importe quoi autour. Il faut, je pense, poser des actions au quotidien qui vont faire qu'on va être capable de rebondir différemment. Quand on perd notre emploi, puis je vais le dire différemment, on peut soit miser sur à quel point c'est épouvantable ce qui nous arrive, puis c'est vrai, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est vraiment difficile à vivre et terrible et que ça nous déboussole, mais à partir du moment où c'est ce qui est devant nous, ça c'est notre réalité, c'est de se demander comment est-ce que je peux faire alors que c'est tellement difficile. Qu'est-ce que je dois faire pour rebondir tranquillement? Peut-être que le sens ne viendra pas tout de suite, peut-être que ça va être après quelques mois, on va se dire, bien, OK, maintenant que les choses commencent à se stabiliser, hein, c'est comme l'échelle de Maslow, quand on n'a pas la base puis qu'on cherche à manger, on ne peut pas être dans le sens philosophique de quel est le sens à trouver, mais il faut être, OK, je suis vraiment dans une situation difficile, ça m'angoisse, ça me stresse, je vis de la détresse, quelles sont les actions que je peux poser pour essayer de stabiliser la base? Est-ce que je vais communiquer avec des employeurs, un CV par jour, remettre mon CV à jour, faire des téléphones, sortir si mon appartement est petit, faire des petits pas, même si on est démotivé, même si on est triste, même si on est angoissé. Parce que le choix ici, c'est soit de s'enliser dans tout, puis souvent dans la vie, c'est ça, c'est comme si une chose arrive avec plein d'autres en même temps. Alors, c'est de se dire, OK, ça c'est ma réalité, et de poser tranquillement, pas vite, des petits gestes. Puis je le sais, le geste d'aujourd'hui a l'air petit, puis on se dit, bien, c'est pas ce geste-là qui va faire une différence, mais pour avoir suivi des gens qui sont dans des situations difficiles, c'est celui d'aujourd'hui, puis celui de demain matin, puis celui de demain après-midi, puis la meilleure amie qui va te donner un coup de pied dans le derrière, puis d'aller chercher de l'aide autour. Et c'est cet effet-là, boule de neige, qui va nous permettre d'avancer. Puis le sens va peut-être se trouver à travers ça. J'espère que je peux répondre minimalement à cette demande-là. Ne vous gênez pas, il y a de la place encore pour les questions. Moi, j'en ai une, je vais me permettre. Oh mon Dieu, il y avait juste une question. Il y a beaucoup de très bons commentaires. Okay. Évidemment, je reviens un peu à cet exemple-là où tout semble contre nous et c'est très difficile.
Et quelle est l'influence de l'entourage? Si on se tient avec des personnes qui sont tous dans la même situation, ils nous amènent vers le bas. Est-ce qu'il faut trouver des personnes qui nous amènent vers le haut un peu? Comment on fait ça? Tu réponds à la question. Je pense que si vous êtes entouré de gens dont les habitudes de vie ne sont pas saines, si vous êtes avec des gens qui, je dirais même, ne vous encourage pas à être le meilleur de vous-même, c'est clair que c'est important d'essayer de vous entourer de gens qui peuvent vous emmener vers le haut. Il y a vous avez à l'écran, on a mis là, des ressources. Allez vers les ressources. Puis je vais même parler particulièrement aux hommes. Les hommes, vous êtes silencieux et on le sait que votre détresse, elle est aussi grande que celle des femmes. L'affaire qu'il y a, c'est qu'il va falloir un jour qu'on s'attarde à vous davantage pour aller vous chercher différemment. C'est les femmes souvent qui sont là. Alors donc, peut-être que vous ne vous sentez pas interpellé, mais les hommes, allez chercher de l'aide, allez parler à vos amis de gars, les femmes aussi évidemment, mais on est tellement plus capable de le faire. Il faut aller vers des gens qui nous inspirent à aller vers le haut. C'est essentiel. Puis vraiment, tu sais, l'Everest se gravit non pas en pensant au sommet, il se gravit par les petits pas que l'on pose au quotidien. Ce que je décide de manger aujourd'hui a un impact plus tard. Donc, quels sont les gestes, les mini-gestes? Puis c'est pour ça que mon initiative de santé, c'est 3 petits pas. Je suis convaincue que ça part des petits pas et non des grandes choses. N'importe quelle personne que vous admirez dans les médias, c'est des petits pas qui font que cette personne-là est devenue ce qu'elle est devenue à force de constance, travail, rigueur, de travailler notre attitude. C'est beaucoup mieux de se dire « je vais réussir » que de se dire « je ne serai jamais capable ». Dieu sait que c'est un combat, mais je veux dire, il faut constamment y revenir, constamment y travailler. C'est le muscle dont je parlais tantôt. On fait remarquer... les adolescents sont une clientèle particulière et est-ce que les mêmes choses s'appliquent, mais peut-être différemment, ou comment on peut les aider dans leur détresse? Ce matin, dans l'émission, il y avait tout un bloc, c'était sur la santé mentale à Penelope McQuaid. Je vous invite à aller l'écouter. Il y avait des gens vraiment exceptionnels qui étaient là. Puis il y avait tout un bloc sur les enfants, et puis les enfants et les adolescents. Ce qui ressort, c'est leur détresse, elle est, je dirais, plus grande que la population en général, parce que leur vie sociale est fondamentale à l'adolescence, parce que quand ils sont entre le secondaire 5, je dirais, puis la 2e année d'université, c'est là que ça se joue au niveau du développement professionnel. Ils ont quelques années, tout ça, c'est vraiment difficile, la vie sociale, la vie amoureuse. Ce qui ressort, c'est soyez à l'écoute, sans trop donner d'outils, et là je me parle parce que moi aussi j'ai des ados puis j'ai tendance à donner des outils, et certainement ne pas poser de jugement. Puis si vous vous inquiétez de leur santé mentale, comme je disais tantôt, posez la question. Votre ado là, qui se retire socialement, qui n'a plus la flamme qu'il avait avant, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir la même, ils n'ont pas leur sport, tout ça, mais c'est vraiment important de rester en communication avec eux pour être à l'affût. Mais écoutez sans donner d'outils et être compréhensif de leur état. Une dernière question. Comment développer notre capacité à se mettre dans la peau de l'autre? Comment on fait ça? OK. Se demander ce que l'autre personne est en train de vivre. C'est vraiment ça, se mettre dans la peau de l'autre. Admettons, c'est très difficile, tu sais, je pense à des situations, je dirais, au travail ou des situations personnelles. Il faut être, en fait, le signal, le stop dont je parlais tantôt, là, c'est quand on sent qu'on est en train de bouillir puis qu'on est dans le jugement, puis qu'en fait, on est plus préoccupé par notre réponse que par entendre et écouter l'autre, parce qu'il y a une distinction, c'est de prendre un recul, se taire,
puisse dire qu'est-ce qui peut bien se passer pour l'autre? Qu'est-ce que l'autre peut vivre en ce moment? Et répondre à cette question-là à l'intérieur de nous. Peut-être qu'on se trompe, mais à ce moment-là, on peut dire à l'autre, écoute, j'ai l'impression que ce qui se passe pour toi, c'est... Mais c'est vraiment cette capacité de se déconnecter soi-même pour se mettre dans la peau de l'autre. Ce qui est aussi, qui peut être un outil, une forme de distanciation psychologique. Il faut être capable de prendre une distance de soi, prendre notre ego, l'enlever de notre tête, le mettre sur la table, dire, bon, j'ai enlevé mon ego, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi? J'ai envie de comprendre ce qui se passe pour toi. Pour qu'on puisse faire un nous, en fait. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour. Je pense que c'est la fin, c'est ça? Alors, écoutez, ça me faisait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous en retirez des outils que vous pourrez mettre en application au quotidien. Quand ça ne va pas bien, ressortez-les, essayez d'en mettre en application un ou deux. Et puis, je nous souhaite ensemble tous de donner plus souvent qu'autrement, mais pas tout le temps, on est parfaitement imparfait, de trouver des moyens d'être le meilleur de nous-mêmes ensemble à travers ça pour passer au travers. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisanne Goyer. Ça a été extrêmement intéressant et à voir les commentaires, je pense que les gens sont très contents de repartir avec la boîte à outils qu'ils vont mettre en application, j'en suis convaincu. Alors, avant de vous quitter, n'oubliez pas de confirmer votre présence en suivant le lien dans le chat que vous avez vu tout au long de cette conférence. Et merci beaucoup, encore une fois, Lisanne Goyer, et merci à tous les gens qui ont organisé cette magnifique semaine, qui ont participé. Et merci à vous, participants, qui avez été en grand nombre, et c'est extrêmement apprécié. Et ça nous donne le goût d'aller plus loin et de rejoindre encore plus de personnes l'an prochain. Donc, à la prochaine et prenez soin de vous. Merci, au revoir.